Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le KGB et les pyramides. Pour les anciens Égyptiens, Osiris était le dieu de la mort. Il était la divinité qui jugeait les morts et présidait le monde souterrain. Il était également le dieu du printemps et de la fertilité, du fait qu'il était mort et qu'il a ressuscité. Et selon un ex-membre du KGB, durant la guerre froide, Osiris aurait pu être un être bel et bien réel. Osiris était au centre de l'ancienne religion égyptienne. Les Égyptiens croyaient qu'il avait fait don de l'orge une culture très importante pour leur survie. Il apportait la résurrection au printemps, ce qui se traduisait par la naissance de nouveaux animaux. Mais ils croyaient aussi qu'Osiris était le pharaon originel. Les légendes égyptiennes affirment qu'Osiris est venu d'une contrée lointaine et qu'il a apporté la civilisation au pays. Il a introduit des techniques agricoles et a été le premier roi à régner sur l'Égypte. Ce fut une période de très grande prospérité jusqu'à ce que son frère, Seth, le tue, ruinant tout. Mais lorsqu'Osiris renaît, il devint dieu. Passons maintenant au KGB, la principale agence de sécurité de l'Union soviétique pendant la guerre froide. L'organe a fonctionné de 1954 à 1991. Et le docteur Viktor Ivanovitch, neurologue et astrophysicien engagé par le Kremlin en tant que conseiller scientifique pour le développement de systèmes de propulsion avancés, a été l'un des conseillers scientifiques du KGB. Et au cours de son séjour au sein de l'agence, il serait tombé sur des dossiers détaillant une mission secrète dont le nom de code aurait été Projet Osiris. Et selon ses dires, ce projet aurait visé à découvrir la vérité sur Osiris et les autres dieux égyptiens. Le KGB aurait donc envoyé des archéologues en Égypte à la recherche de réponses. Il y a beaucoup de rumeurs et aucune d'entre elles ne peut être vraiment prouvée. Certains affirment que les scientifiques soviétiques ont découvert un grand tombeau et ont appartenu à Osiris lui-même. Beaucoup d'autres affirmations existent, il y a même eu un documentaire où le docteur Ivanovitch a montré des images de soviétiques examinant un tombeau en Égypte. Et au début du millénaire, l'histoire a eu beaucoup d'échos, mais en l'absence de preuves, les gens l'ont lentement oublié. Après tout, ce ne sont que les affirmations d'un seul homme. Les artefacts de Tucson. Les artefacts de Tucson, ou Tucson comme l'appellent les Américains, en Arizona, auraient dû changer l'histoire, mais ils ne l'ont pas vraiment fait. Néanmoins, leur découverte a suscité un vif intérêt. Au total, près de 30 reliques ont été mises au jour à Tucson par un homme prénommé Charles Mainier. Il est tombé sur le tout premier artefact près d'un four à chaux abandonné en septembre 1924. Il s'agissait d'une croix, apparemment ordinaire, gravée de lettres latines. Et bien qu'elle ait pu provenir de n'importe où, son ancienneté apparente incitait Charles à contacter par curiosité le professeur de latin, Frank Fowler, de l'Université d'Arizona. Le professeur, avec l'aide de membres du corps enseignant de l'université, s'est rendu sur le site et a cherché d'autres artefacts. Ce processus a été méticuleusement documenté à l'époque, avec des photographies dans les archives, et même le New York Times a publié un article sur les artefacts. Et en mars 1930, ils avaient découvert 30 pièces dans la même gravière et certaines enterrées à près de 1,5 mètre de profondeur. Et parmi ces objets, il y avait d'autres croix ornées d'écritures latines ainsi que quelques épées et pointes de lance. La traduction de l'écriture latine a été relativement simple, mais les traductions ont laissé les chercheurs très perplexes. L'écriture raconte l'histoire de la conquête d'une ancienne cité toltèque nommée Roda et donne des détails sur un tremblement de terre dont les scientifiques ont confirmé qu'il s'était produit en 895 après Jésus-Christ. Les croix décrivent une guerre civile qui a entraîné la mort de près de 3000 guerriers, des événements spécifiquement liés à une région gouvernée par le peuple toltèque à l'époque. Cependant, les détails étaient inscrits dans une langue connue uniquement des Européens à l'époque encore une fois. Ces artefacts suggèrent fortement la présence d'Européens en Amérique du Nord 700 ans avant Christophe Colomb, et plus précisément d'un groupe de Romains. La nature choquante des artefacts a conduit la plupart des experts à les considérer comme des faux, bien que cela n'ait jamais été prouvé de manière concluante. Nombreux sont ceux qui pensent encore que ces objets particuliers
ont été fabriqués par un contingent d'explorateurs romains qui se sont perdus en Amérique. Et alors que plusieurs experts croient à l'authenticité des objets, comme Thomas Bent, qui a d'ailleurs écrit un manuscrit de 350 pages intitulé The Tucson Artifacts sur les objets et qui n'a pas été publié, mais qui est toujours conservé par l'Arizona State Museum. Même le doyen Brian Cummings, administrateur de l'université de Tucson et directeur du musée d'État de l'Arizona, croyait à leur authenticité. Il a apporté 10 des objets à l'American Association for the Advancement of Science et les a exposés dans des musées ainsi que des universités de la côte Est. Mais d'autres chercheurs contemporains, dont George C. Valiant, archéologue à l'université de Harvard, et Bashford Dean, conservateur des armes et armures au Metropolitan Museum of Art de New York, pensaient qu'il s'agissait de faux. Neil Merton Judd, conservateur du National Museum de la Smithsonian Institution, se trouvait à Tucson au moment de la découverte des objets. Et après les avoir examinés, il a également pensé qu'il s'agissait de faux, proposant même qu'ils aient pu être créés par un individu mentalement incompétent ayant un flair pour le vieux latin et les guerres de l'Antiquité. En tout cas, il est catégorique. Mais alors, qui croire dans cette histoire? Désamorcer Pompéi. Il se passe quelque chose d'effrayant à Pompéi que la plupart des visiteurs ignorent complètement. Depuis des années, des archéologues désamorcent discrètement des bombes sur l'ensemble du site archéologique. Et ils affirment que les visiteurs ne sont pas en danger, mais est-ce bien vrai? Pompéi est en ruine depuis près de 2000 ans. Le Vésuve est entré en éruption en l'an 79 de notre ère, tuant tous ceux qui se trouvaient à sa portée et recouvrant la ville romaine de cendres volcaniques. Mais ce n'était pas vraiment la dernière fois que Pompéi était détruite. En 1963, les Alliés ont largué près de 165 bombes sur Pompéi lors de raids aériens visant à détruire l'Italie occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés avaient reçu des informations selon lesquelles des forces allemandes étaient campées dans les ruines, et sachant qu'il y avait des nazis à proximité, les Alliés ne se souciaient pas vraiment du statut historique de Pompéi. Ils ont donc canardé Pompéi. Mais depuis, de nombreux explosifs ont été retirés du site. Jusqu'à présent, 96 bombes ont été désamorcées. Mais il en reste encore quelques-unes qui jonchent les vallées vides où se promenaient autrefois les Romains et leurs toges fantaisistes. Et à l'heure actuelle, on pense qu'au moins 10 engins non explosés se cachent quelque part à Pompéi. Bien entendu, les touristes ne sont pas autorisés à pénétrer dans les zones qui n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. Il ne s'agit pas vraiment d'une dissimulation, mais on n'annonce pas non plus les explosifs à l'entrée. Il n'informe pas non plus ouvertement les visiteurs qu'il y a 30 ans, l'une de ces bombes a explosé. Personne n'a été blessé, mais la situation était très effrayante. Le cube de Salzbourg. Au XIXe siècle, un objet très particulier a été découvert en Autriche. Il est aujourd'hui connu sous le nom de cube de Salzbourg. Il ne s'agit pas vraiment d'un cube, mais plutôt d'un énorme morceau de fer, mais si l'on en croit les théories, l'artefact serait vieux d'au moins 60 millions d'années, ou 20 millions d'années, selon les estimations. Mais les deux estimations restent insensées, car l'analyse des matériaux suggère que le cube de Salzbourg est un morceau de fonte. Le cube est également connu sous le nom de Wolfsegheim, du nom de l'endroit où il a été découvert à Wolfsegg am Hausrock. Et lorsqu'il a été extrait du sol et étudié pour la toute première fois par des scientifiques de l'université de Bonn, ces derniers ont supposé qu'il provenait de l'espace. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un morceau qui s'était détaché d'un météore ou d'un objet similaire. Mais lorsque cette hypothèse a été écartée, il est devenu évident que l'artefact était un morceau de métal. Mais ce cube métallique inhabituel n'avait vraiment rien de naturel. Il a dû être fabriqué par quelqu'un ayant accès à la technologie. Et c'est pourtant un ouvrier qui l'a trouvé enfoui dans un bloc de lignite en 1885. Et l'une des théories est que le cube a été fabriqué par une société avancée sur cette planète il y a près de 60 000 ans. Mais selon les archéologues traditionnels, c'est impossible. Il semble plus probable qu'il s'agisse d'un morceau de fonte utilisé comme lest dans les machines minières, déposé pendant des travaux d'extraction avant d'être trouvé apparemment dans la veine. Mais là encore, les lestes avaient généralement une forme plus géométrique et plus régulière. Mais qui sait? L'armée de concubines.
Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre, est réputé pour sa stratégie militaire, mais l'histoire de cette figure légendaire est bien plus étrange que la plupart des gens ne le pensent. Par exemple, l'auteur de l'art de la guerre a un jour levé une armée composée de près de 200 prostituées. Sun Tzu serait l'auteur de l'art de la guerre, écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et bien que l'ouvrage traite de divers sujets, son essence pourrait être résumée en une seule phrase. Arriver le premier et avec plus d'hommes. Mais en réalité, l'identité de Sun Tzu et ce qui a fait de lui une autorité en matière de combat reste un mystère. Il est aussi légendaire que le roi Arthur et les historiens de l'ancienne dynastie Han affirment qu'il a vécu entre 544 et 496 avant Jésus-Christ. Il raconte aussi qu'il était au service du roi Helou de Wu et qu'il a remporté de nombreuses batailles. Cependant, les détails de ces batailles ont été perdus dans l'histoire. En fait, les érudits chinois ont commencé à douter de son existence il y a déjà 800 ans, faute de preuves suffisantes. Ce sont ces origines douteuses qui rendent l'histoire de son armée de prostituées impossible à confirmer. Peut-être est-ce arrivé, peut-être pas, mais voici tout de même la légende. Sun Tzu aurait tenté d'obtenir un poste de chef stratégique auprès d'un roi. Le roi l'aurait mis au défi de convertir tout son harem en une légion de soldats opérationnels pour prouver son génie militaire. Sun Tzu accepta. Il divisa les concubines en 2 groupes et nomma les 2 concubines préférées du roi, officiers responsables de chaque groupe. Et naturellement, Sun Tzu était le commandant de toutes. Et lorsque Sun Tzu ordonna aux concubines de se rassembler devant le roi, elles rirent et s'éclafèrent à l'idée d'être contraintes au service militaire. Ignorant les ordres de Sun Tzu, elles ricanaient. Il répéta clairement ses ordres, mais elles continuèrent à rire. C'est là qu'il aurait ordonné l'exécution des 2 principales concubines. Les concubines furent exécutées et de nouveaux officiers furent choisis parmi les concubines restantes. La prochaine fois que Sun Tzu a donné des ordres, les femmes ont obéi sans hésiter. Il ne les a pas entraînées au combat, mais il a démontré au roi que la force ne provenait pas des prouesses physiques ou de l'équipement. Il créa une armée à partir du harem du roi en étant un commandant ferme et intraitable. Que Sun Tzu soit un personnage réel ou non, ou que l'histoire des concubines soit réelle ou non, l'art de la guerre reste un livre extrêmement populaire, même après 2500 ans. Le leader communiste vietnamien Ho Chi Minh a traduit l'ouvrage et l'aurait distribué à ses officiers pour qu'ils l'étudient. Beaucoup attribuent l'échec désastreux des forces américaines au Vietnam aux combattants vietnamiens qui ont appris les stratégies de Sun Tzu. L'engouement pour les géants. Au XIXe siècle, les rumeurs concernant de prétendus squelettes humanoïdes massifs se sont répandues comme une traînée de poudre. Mais chaque fois que ces géants sont découverts, ils semblent disparaître très rapidement. Et c'est exactement ce qui est arrivé au reste d'énormes humains découverts dans la vallée de l'Ohio au cours du XIXe siècle. La découverte de ces géants a été documentée par les historiens et les archéologues, puis toute mention de ces géants a soudainement disparu. En 1841, plusieurs squelettes humains ont été déterrés d'un monticule situé dans une ferme privée près de Franklin, dans le Kentucky. Et la plupart de ces squelettes auraient été conservés dans leur intégralité. Et en juger par les rapports de l'époque, les fémurs à eux seuls mesuraient près de 15 cm de plus que des fémurs d'une personne de taille moyenne aujourd'hui. Ils semblaient appartenir à des géants qui ont jadis parcouru l'Amérique du Nord. Et la même chose aurait prétendument été découverte dans le comté de Joe Davis, dans l'Illinois, à la même époque. Et en l'espace de 3 ans seulement, une série de monticules aurait été excavée et pillée de tout ce qu'ils contenaient. Des rumeurs ont circulé à propos de squelettes géants de personnes mesurant au moins 2,4 mètres qui ont été extraits des tumulus, mais personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux, ni où ils se trouvent aujourd'hui. Et dans la vallée de Kanawha, en Virginie occidentale, des allégations concernant des squelettes de personnes mesurant entre 2,10 m et 2,40 m ont circulé, disant qu'ils auraient été déterrés de tumulus dans le village de Brownstone. Des squelettes similaires auraient été découverts en Floride, en Louisiane et le long du fleuve Mississippi. Tout cela s'est passé au XIXe siècle et au début du XXe.
et tous ces squelettes auraient été déterrés dans les mêmes types de tumulus que ceux utilisés par les anciennes cultures Hopewell et mississippiennes. Et tout au long des années 1800, les scientifiques américains n'ont cessé d'entendre parler de squelettes géants. Il était désormais de notoriété publique que dans tout le sud-est américain se trouvaient des restes de squelettes appartenant à des personnes de très grande taille. Mais un événement s'est produit. Au début des années 1900, les archéologues américains ont entrepris de nier catégoriquement l'existence de ces géants, et toutes ces prétendues découvertes de géants furent discréditées. Les anthropologues amateurs ont été accusés d'exagérer les rapports, et plutôt que d'évoquer l'existence d'une race de géants, l'histoire officielle est devenue celle d'Amérindiens de très grande taille. Et les géants de l'Amérique du Nord sont de loin l'un des sujets les plus controversés dans le domaine de l'archéologie parce qu'ils dépassent largement le champ des possibles. Mais aujourd'hui encore, certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une dissimulation géante. Les 2 minutes de silence. Il existe énormément de théories du complot entourant la Lune, mais il en existe une en particulier, un tout petit peu plus intéressante et plus folle que les autres. Lors de la mission Apollo 11 de la NASA, 2 minutes de silence ont été observées. Certains affirment que la mission n'a jamais eu lieu, tandis que d'autres suggèrent quelque chose d'encore plus étrange. La mission Apollo 11 s'est posée sur le sol lunaire le 20 juillet 1969. Et peu après, les communications avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été interrompues. Le Dr Michael Salla, qui apparaît dans l'émission Ancient Aliens, a remarqué l'étrange interruption des transmissions radio. Pendant 2 minutes entières, le public n'a rien entendu. Et le chercheur David Childress pense que c'est parce que les astronautes discutaient d'objets extraterrestres sur la Lune, ou du moins d'objets bizarres. Il va même jusqu'à avancer qu'ils ont vu des soucoupes volantes garées au bord d'un cratère. Un peu comme des Twingo qui seraient stationnés dans le parking du Carrefour du coin, quoi. Mike Barra, un autre expert de l'émission Ancient Aliens, soutient l'hypothèse de David. Il affirme que Neil et Buzz semblaient perturbés par quelque chose qu'ils ont vu dans les 30 premières minutes de l'atterrissage. Les 2 minutes de silence sont censées être dues au fait que les astronautes ont basculé sur leurs canaux médicaux privés, audibles uniquement par eux et par le centre de contrôle de la mission. Et 1 heure après l'atterrissage, des rumeurs de vaisseaux extraterrestres auraient circulé au siège même de la NASA. Il semblerait que tout le monde ait reçu l'ordre de garder le silence sur cet incident. Je sais pas vous, mais moi à leur place, j'aurais au moins dit bonjour. Secret du mont Rushmore. Le mont Rushmore, situé dans le Dakota du Sud, attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Cependant, la plupart des touristes ignorent qu'il existe une porte et une chambre secrète, inaccessible aux visiteurs ordinaires. La chambre cachée se trouve à l'intérieur de la montagne, où, comme vous le savez, se trouvent 4 bustes de présidents américains hauts de près de 6 étages. À l'origine, Godzon Borglum, le sculpteur du monument, avait prévu cette pièce pour expliquer aux visiteurs la raison d'être du monument. Borglum l'envisageait comme un musée pour s'assurer que ni lui, ni son travail de représentation ne tomberaient dans l'oubli. Et Borglum a commencé à travailler sur la chambre secrète, connue sous le nom de Hall of Records en 1938, à peu près 9 années après le début de la construction du mont Rushmore. Selon ses plans, un escalier de 243 mètres devait conduire les visiteurs à la chambre. Cependant, le gouvernement américain a rejeté l'idée et Borglum est décédé avant d'avoir achevé le monument ou même la salle. Son fils a terminé les sculptures, mais la chambre est restée inachevée pendant des décennies. La famille de Borglum a fait campagne pour que le gouvernement achève la chambre. Et en 1898, le gouvernement américain a partiellement cédé en installant des tablettes à l'intérieur, détaillant la construction du mont Rushmore et de la chambre cachée qui l'accompagne, mais qui reste à ce jour fermée au public. Et découvre les pratiques grecques les plus choquantes qui étaient tout à fait normales pour l'époque en cliquant sur cette vidéo.